Ça fait plus de 25 ans que l'Est de la RDC est en proie à une instabilité ainsi que des affrontements interminables des groupes armés, causant ainsi plus de 6 millions de morts. C'est plus que la Première et la Seconde Guerre mondiale. On est en droit de se demander pourquoi est-ce que cette guerre et instabilité à l'Est du Congo ne prend toujours pas fin. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'analyser et de comprendre les contours de cette question. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce genre de contenu, veuillez vous abonner, liker la vidéo pour nous encourager et aider la chaîne à grandir. Merci. Alors, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en RDC, revenons un peu en arrière. Tout part de 1994 lors du génocide rwandais. Concrètement, il s'agit du massacre des Tutsis par les Hutus. Ce sont donc deux principaux ethnies qui sont en constante rivalité et s'entretuent au Rwanda. Ce génocide a fait près de 800 000 morts en 3 mois et à la suite de ce génocide, près de 2 millions Hutus fuient le Rwanda et se réfugient au Congo, précisément dans les provinces de l'Est, notamment l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, craignant des représailles suite à l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame, qui lui appartient à l'ethnie Tutsi. Une fois installés à l'est de la RDC, les ex-génocidaires Hutus s'organisent en milices et combattent les Tutsis vivant sur le territoire congolais. Entre-temps, les nouveaux pouvoirs Tutsis au Rwanda commencent à poursuivre les Hutus réfugiés au Congo, en armant ainsi des groupes d'autodéfense Tutsis basés au Congo qui constituent donc des alliés naturels du Rwanda. Ces incursions rwandaises sur le territoire congolais ne sont pas vues d'un bon œil par les pouvoirs de Kinshasa, ce qui cause la tension entre les deux pays et des affrontements violents. Il faut noter que le régime de Kinshasa de l'époque mené par un Mobutu fatigué, affaibli par la maladie et abandonné par son soutien américain, finit par être chassé du pouvoir en 1997 par des rebelles du AFDL, un mouvement armé créé un an plus tôt, donc en 1996, et soutenu par le Rwanda avec à sa tête Laurent Désiré Kabila. Une fois au pouvoir, le nouveau président congolais Laurent Désiré Kabila décide de se débarrasser de ses alliés rwandais qui l'ont accompagné dans la conquête du pouvoir, car devenu encombrant et trop gourmand envers les richesses de la RDC. Ce qui, sans surprise, génère à nouveau une tension entre le Congo et le Rwanda. Face à cela, en 1998, les dirigeants rwandais créent une autre rébellion dénommée RCD qui a pour objectif renverser le nouveau président du Congo. Et en réponse, Laurent Désiré Kabila demande de l'aide aux milices anti-Tutsi. Une nouvelle guerre va donc éclater un peu partout dans la partie est du Congo. Le RCD va vite gagner du terrain et occuper toute la partie est, notamment les provinces de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et une partie du Katanga. Toute cette région va donc tomber sous influence rwandaise. Kabila va aussi recourir à d'autres pays dans la région. Il parvient à avoir le soutien de l'Angola, le Soudan, le Zimbabwe, le Tchad, la Namibie et la Libye. Notez également que les anciens génocidaires réfugiés au Congo sont toujours armés, ce qui favorise la multiplication des groupes armés. Face à cette réalité, la situation devient tout simplement hors de contrôle, ce qui entraîne une suite de violences entre groupes armés soutenus par plusieurs gouvernements, ne respectant pas donc les droits internationaux en attaquant les populations civiles. Avant de continuer, merci de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, puis activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci. En janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné dans sa résidence à Kinshasa. Il est donc remplacé par son fils Joseph Kabila. Ce dernier entame des pourparlers avec toutes les parties prenantes et en 2002, il finit par signer des accords avec les Rwandais pour la cessation de la guerre. Malgré les accords, des violences ont toujours été observées à l'est du Congo car plusieurs milices sont restées actives. En 2003, un gouvernement de transition est mis en place. Il prévoit créer une nouvelle armée en intégrant des anciens groupes rebelles dans le but de rassembler et pacifier le pays. Malheureusement, on obtient une armée multipolaire, sous-équipée et indisciplinée. Une armée composée de rebelles, criminels ayant combattu les uns contre les autres. Laurent Nkunda, un ancien du RCD, nommé colonel et général de cette armée, mais peu de temps après, il se rebelle et forme un mouvement armé dénommé CNDP, Congrès national pour la défense du peuple. Il est basé dans la forêt du Massissi. Des affrontements ont lieu entre l'armée congolaise, le CNDP ainsi que d'autres groupes armés résiduels. Des centaines de milliers de gens fuient des combats. Des crimes et viols sont commis. Des combats continuent jusqu'en 2009 lorsque Laurent Nkunda
est arrêté. Un accord de paix est alors signé le 23 mars 2009. Les combattants d'Nkunda obtiennent donc 3 ministères au gouvernement et la libération des prisonniers. Une année après les élections de 2011, ils estiment que l'accord du 23 mars n'est pas respecté et lancent une nouvelle rébellion, le mouvement du 23 mars, qui cause à nouveau des affrontements jusqu'en 2013, où ce mouvement est déchu par l'armée avec le soutien des casques bleus. À part le M23 qui est revenu et sème la terreur à l'est du Congo, il y a plusieurs groupes armés actifs dont on ne connaît pas les réels mobiles et objectifs. Certains ont des revendications politiques, d'autres ne sont que des pilleurs et d'autres sont des milices d'autodéfense. La situation est extrêmement confuse. On enchaîne des guerres, des alliances, des groupes prennent des noms et en changent, fusionnent avec d'autres groupes, puis se mutinent. Des membres de l'armée régulière et de l'ONU sont accusés de complicité avec certains groupes armés, donc difficile de savoir qui fait quoi réellement. Mais au-delà des rivalités ethniques, il y a aussi des motivations économiques. Il faut savoir que l'Est du Congo regorge plusieurs minéraux. On y trouve de l'or, du diamant, du coltan, l'étain, bref, plusieurs minéraux essentiels aux industries de nouvelles technologies. On peut citer par exemple l'industrie de l'automobile, aéronautique et l'industrie des télécommunications. On estime que 60% des réserves mondiales de coltan se trouvent dans la région du Nord Kivu. Ces minéraux est vital dans l'industrie électronique. Ces ressources ont toujours fait l'objet de convoitises étrangères. Il y a un rapport de l'ONU qui confirme que les actions des gouvernements rwandais et ougandais sont motivées par l'accaparation de ces ressources. On comprend bien que cette guerre n'est pas uniquement liée aux conflits ethniques. Il y a des mines qui sont détenues par des milices et l'argent récolté sert à acheter des équipements de guerre. Donc une partie de la solution viendrait également en tuant ces commerces. Mais malheureusement, il y a une opacité dans la traçabilité de ces transactions. Donc pour l'instant, la situation reste confuse comme vous pouvez le remarquer avec le retour du M23. Mais aussi, il y a une nouvelle donne, c'est que le pouvoir actuel de Kinshasa est parvenu à pointer du doigt le soutien du Rwanda, chose qui a été confirmée par plusieurs rapports de l'ONU. Notre vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Nous pourrons peut-être y revenir prochainement avec d'autres éléments s'il y a des nouveautés. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Restez branchés. Merci.